Bienvenue au cours de rattrapage. La radioactivité et les réactions nucléaires sont des phénomènes naturels qui effraient autant qu'ils intriguent. Et pourtant, la radioactivité et les réactions nucléaires, ce ne sont pas des phénomènes dangereux. D'ailleurs, nous-mêmes, nous dépendons de certains de ces phénomènes pour vivre. Un peu d'histoire. En 1896, Henri Becquerel, un Français, a découvert un rayonnement X émis par l'uranium. Et en 1898, Pierre et Marie Curie donnent un nom à ce rayonnement et ils l'appellent la radioactivité, comme étant quelque chose qui agit à distance. En 1902, Ernst Rutherford découvre qu'en fait la radioactivité est due à l'émission de particules chargées positivement qu'il appelle des particules alpha. Il va même se servir de ces particules-là pour prouver sa théorie du modèle planétaire de l'atome. On en a parlé ici. La fille de Pierre et Marie, Irène, et son mari Frédéric Joliot, et donc le mari de la fille de Marie, découvrent la radioactivité forcée en 1934. Et c'est grâce à cette découverte qu'on va avoir accès plus tard à la fission nucléaire, à l'issue du projet Manhattan développé par des chercheurs, et bien sûr ce qui a provoqué les 3 premières bombes atomiques, l'une dans le désert du Nevada et les 2 autres sur Hiroshima et Nagasaki. Radioactivité et réaction nucléaire. On va discerner les réactions spontanées, la radioactivité des réactions provoquées, les réactions nucléaires, et parler aussi d'énergie et d'équations de réaction. Les réactions spontanées. Les réactions nucléaires sont des réactions qui interviennent au niveau du noyau atomique, parce que nucléaire, ça vient de nucléus qui veut dire noyau. C'est l'adjectif pour noyau, c'est pas l'adjectif pour dangereux. Dans un noyau, il y a 3 interactions fondamentales, l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Tant qu'il y a un équilibre entre ces 3-là, on peut dire que le noyau est stable. S'il y a un déséquilibre, alors le noyau va agir pour se retrouver à l'équilibre et va émettre des particules pour cela. On va avoir 3 types de réactions spontanées. Spontanées, ça veut dire qu'il n'y a aucune condition particulière pour que ça puisse arriver. Ça arrive naturellement en toutes circonstances. Et ces 3 types de réactions, on va les avoir selon la particule expulsée. Si il y a éjection d'un électron, c'est ce qu'on appelle une réaction β-. S'il y a éjection d'un positon, c'est une réaction β+. Et si on a l'éjection d'un noyau d'hélium 4, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons, on a une réaction dite alpha. Pour savoir comment va réagir un noyau, en fait, on a un outil incroyable qui s'appelle le diagramme de Segre. En fait, il nous recense les différents noyaux possible, on va pouvoir voir si les noyaux sont susceptibles de faire une réaction alpha, une β- ou une β+. Au niveau du vocabulaire, le noyau de départ c'est celui qu'on appelle le noyau père et le noyau de fin c'est celui qu'on appelle le noyau fils. Et en général, lors d'une désintégration nucléaire, il y a toujours émission d'un rayonnement gamma. Qu'il faut savoir faire, pour le moment, c'est pas très compliqué. Savoir lire le diagramme de Segre pour en déduire quelle réaction on va avoir en fonction du noyau qu'on vous donne. Maintenant, il va aussi falloir faire une équation de réaction et c'est là que ça peut se compliquer. Les équations de réaction nucléaires, comme les équations de réaction chimiques, obéissent à des lois de conservation. Ici, ce sont les lois dites de Saude qui nous disent qu'on a conservation de la masse et conservation de la charge. Prenons un exemple avec une réaction β-. Donc voici le noyau père, on ne sait pas encore quel va être le noyau fils, mais on sait que c'est une réaction β-. Donc du coup, on peut déjà mettre qu'il va y avoir expulsion d'un électron. Et bien, en utilisant la loi de conservation, on peut en déduire le noyau fils comme celui-ci. Techniquement, le rayonnement gamma, c'est un rayonnement de désexcitation, parce que notre noyau fils, quand il arrive à son état de noyau fils, il va être légèrement excité, et pour se désexciter, il va passer d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, et comme on a pu le voir sur la vidéo sur les lumières colorées, eh bien ce changement d'énergie va nous provoquer l'émission d'un photon. Alors on peut faire d'autres exemples avec une réaction β+, ici, que vous pouvez voir en haut, avec donc un noyau père qui est ainsi, et puis un noyau fils qui nous donne ceci, puisqu'on a une réaction β+, pour pouvoir conserver la masse et la charge. Et bien on peut le faire aussi avec une réaction alpha, avec une particule alpha qui est en fait un noyau d'hélium 2,4. Et conservation des charges va nous donner ceci, la conservation de la masse va nous donner ceci. Et enfin, petite définition supplémentaire, l'activité en fait c'est le nombre de désintégrations par seconde. Son unité ça pourrait être la seconde moins 1, mais techniquement on lui a donné le nom de celui qui a découvert la radioactivité, c'est-à-dire le Becquerel, qu'on note grand B, petit q. Les réactions provoquées. Il existe aussi des réactions nucléaires provoquées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas naturelles provoquées. Ça peut aussi arriver de façon naturelle, mais provoquée. On a 2 réactions provoquées qui font intervenir toutes les 2 plusieurs noyaux. La première réaction provoquée, c'est la fission. Alors, on va prendre un gros noyau qu'on va casser en fait. Et pour cela, on lui envoie un nucléon dans la tête à grande vitesse. Celui-ci va casser le noyau en 2 plus petits noyaux et dégager énormément d'énergie. Ainsi que bien sûr un rayonnement gamma. Et au passage, plusieurs neutrons qui vont être aussi expulsés, pouvant percuter d'autres noyaux. Il existe quelques noyaux fissiles qui sont propices à la fission, et ils sont pas très nombreux. Alors si on regarde l'équation de fission d'un uranium-235, eh bien on obtient cela, c'est-à-dire un uranium-235 percuté par un neutron qui va nous donner 2 plus petits noyaux, plus 3 neutrons. Soit on bloque les 3 neutrons, comme on le fait dans les centrales nucléaires pour éviter que ça s'enchaîne,
Soit on les laisse passer et là c'est la catastrophe, soit une bombe atomique, ou alors la catastrophe de Tchernobyl. L'autre réaction provoquée, c'est l'inverse, c'est la fusion. On prend deux petits noyaux, on les fait se rencontrer, ils fusionnent et cela donne un plus gros noyau. Donc si on regarde la réaction la plus fréquente, la plus accessible des réactions de fusion, eh bien c'est celle-ci avec deux hydrogènes qui se rencontrent pour donner un noyau d'hélium. Pour avoir cette réaction-là, il faut atteindre une température très élevée à laquelle aucun de nos matériaux sur Terre ne peut résister à l'heure actuelle. Et c'est cette réaction-là qui a lieu au cœur de toutes les étoiles, et notre Soleil particulièrement, on essaie de la reproduire en France, mais le problème c'est ces matériaux qui doivent résister à la température extrême nécessaire à l'établissement de la fusion. Et toutes ces réactions, qu'elles soient spontanées ou provoquées, vont dégager de l'énergie. Beaucoup d'énergie. L'énergie libérée. Lors d'une réaction nucléaire, la somme des masses des produits n'est pas égale à la somme des masses des réactifs. Il y a ce qu'on appelle un défaut de masse, une perte de masse. Ce défaut de masse, on va l'appeler delta M et on l'écrit en valeur absolue parce qu'il peut être positif ou négatif. S'il est négatif, on prend la valeur positive. S'il est positif, on prend sa valeur normale. Et pour trouver l'énergie correspondante à ce défaut de masse, qui va être celle correspondante à l'équation de réaction qui est donnée, eh bien on va utiliser la célébrissime formule d'Albert Einstein qui est delta E est égal à delta mc au carré. C'est 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Et ceci, il faut savoir le faire pour n'importe quelle réaction. Alors si on prend un exemple avec une réaction alpha, eh bien on va poser l'équation de réaction qui nous donne ceci. On va regarder le défaut de masse, donc la différence entre les masses des produits et celle des réactifs. Donc on a cela. On va multiplier ce défaut de masse par la célérité au carré. Et voici l'énergie dégagée lors de cette réaction alpha. Si on prend un autre exemple ici avec une fission, on regarde l'équation de la réaction, on en déduit le défaut de masse à partir des données, et on aura donc l'énergie dégagée par delta E est égal à delta mc au carré. Alors bien sûr, l'énergie ici, elle ne paraît pas énorme, parce que c'est celle d'une seule réaction. Bien sûr, si on prend à l'échelle d'une quantité de noyaux qui peut être gigantesque, peut-être une mole par exemple, eh bien on peut avoir une énergie dégagée gigantesque. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage plutôt dense sur la radioactivité. C'est un de mes chapitres préférés de première S. Oui, j'ai aussi mes préférences. On a aussi nos préférences, nous les profs. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Je mets juste les vidéos, mais ça vous permet de les voir sortir en même temps. Et au cas où vous n'avez pas activé la cloche. Je vais finir par une citation de Marie Curie qui dit que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à apprendre.